Bien, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue donc pour notre conférence de presse. Nous avons le plaisir donc aujourd'hui de vous parler de notre produit l'œuf avec l'actualité, faire un point sur l'actualité économique, mais aussi sur l'évolution de notre filière, sur tous les travaux que nous conduisons et qui vous permettent de tracer donc l'évolution de notre filière et de ce produit. Alors, parmi les intervenants aujourd'hui seront autour de moi Maxime Chaumet, qui est le secrétaire général du CNPO, Loïc Colombel, qui est le vice-président du CNPO, et puis on aura le plaisir d'entendre aussi Laurence Plumet, médecin et nutritionniste, et Marc-Henri Verger, le chef cuisinier du groupe Bertrand. Voilà, donc merci à toutes et à tous donc, pour votre participation à cette conférence de presse. Donc effectivement, un produit qui est à la fois simple et complexe, qui est, je dirais, peu onéreux, mais aussi cher à notre cœur. Donc c'est l'œuf. Il est consommé dans le monde entier. En France, plus de 98%, 98% des Français en consomment. Donc vous voyez que c'est un produit qui est plébiscité, qui plaît beaucoup aux Français. Donc c'est la raison pour laquelle donc, on va vous parler de tous ces travaux que nous conduisons. L'œuf, bien sûr, renforce sa présence dans le quotidien des Français. Les ventes poursuivent leur hausse qui avait été enregistrée en 2018, donc sur 2019. On fera un point là-dessus, sur ces chiffres de la consommation avec Maxime. Les œufs s'inscrivent parfaitement donc, dans l'air du temps, de plus en plus avec des poules élevées dans des systèmes alternatifs, du bio, du plein air, du sol. Et puis aussi sur l'origine. L'origine des œufs est un des critères d'achat qui est très important au niveau du consommateur, avec la démarche œufs de France. Et là, on fera un point aussi sur l'évolution de cette démarche qu'on a eu l'occasion de vous présenter, mais un point un peu sur l'évolution et l'ampleur qu'elle est en train de prendre. Des nouvelles pratiques alimentaires, alliées donc de toutes les idées de cuisine faite et du fait maison, en un tour de main. Et puis, bien entendu, proche des consommateurs et de nombreuses animations partout en France pour la Journée mondiale de l'œuf qui aura lieu en ce vendredi, donc 11 octobre. Alors, à cette occasion, donc, il y aura un certain nombre de manifestations et Loïc Colombel donc, fera un point là-dessus. Et tout de suite, je vais laisser la place à Maxime donc, pour nous faire un point sur les chiffres. Alors justement, on va vous faire un point sur l'évolution du premier semestre 2019 sur la partie des achats des ménages et puis des fabrications aussi de vos produits. Et vous montrer donc que les Français, effectivement, sont toujours de plus en plus fans d'eux. Un petit rappel en préambule donc, sur la répartition de notre marché. Les achats des ménages représentent 48% des parts de marché aujourd'hui en France. La deuxième part, ce sont les ovoproduits à destination de l'industrie alimentaire et de la restauration hors domicile pour 39% des volumes. La restauration hors domicile consomme toujours des œufs sous forme de coquilles pour 9% des volumes. Et enfin, on a 4% d'autoconsommation, donc des Français qui ont directement leur poule chez eux. Sur la partie donc, des achats des ménages, donc les 48% des volumes, on note une croissance des ventes depuis plusieurs années. En 2018, on a une croissance des ventes de 1,9% en volume par rapport à 2017. Cette croissance, elle était de 3,5% en valeur, donc ça montre bien la montée en gamme et donc l'évolution vers les systèmes alternatifs à la cage, donc les achats des ménages qui évoluent. Et sur le premier semestre de 2019, par rapport à la même période en 2018, on voit encore que cette tendance se poursuit avec une hausse à 1,8%. Donc on a d'une part cette explication de la hausse de la croissance de la population, mais aussi les Français qui consomment toujours de plus en plus d'œufs au quotidien. Si on regarde justement la partie des achats des ménages, donc les 48% de notre marché, voilà la répartition des achats des ménages à juillet 2019, donc pour le premier semestre de notre année. 44% des volumes sont issus de poules élevées en cage aménagée. En 2018, on était à 48%, donc on voit qu'on a une décroissance de la cage aménagée au profit des systèmes alternatifs à la cage, donc que sont l'élevage au sol, donc le code 2 sur les œufs que vous achetez dans la grande distribution, les œufs plein air en code 1, donc qu'ils soient label rouge ou plein air entre guillemets classique, et les œufs biologiques. Donc les œufs biologiques, 19% des volumes sur le premier semestre 2019, le label rouge à 8%,
le plein air à 24% et les œufs au sol à 5%. Les œufs au sol, donc, sont en croissance importante, donc plus 29,8% de volume sur le premier semestre 2019 par rapport au premier semestre 2018. Les œufs bio à plus 14%, les œufs plein air à plus 7,8%, et donc, comme je le disais au tout début, donc un recul des ventes d'œufs en cage à 6,2%. Et donc aujourd'hui, on a une répartition qui est la suivante. Donc 56% des œufs achetés par les consommateurs sont issus de systèmes alternatifs à la cage. 52% en 2018, 49% en 2017. Donc on voit bien que la tendance se poursuit et donc voire même s'accélère. Si on fait un focus sur les différents modes d'élevage alternatifs, donc sur les œufs bio, on avait un tiers des ménages. On a un tiers des ménages sur le premier semestre 2019 qui achètent des œufs bio. C'est une augmentation de 11,7% par rapport à la même période en 2018. Et donc, on a eu 434 millions d'œufs bio qui ont été achetés par les consommateurs en France au cours du premier semestre. Et donc là, en termes de volume, c'est une hausse de plus 19,8%. Sur les œufs de poule élevés au sol, on a une hausse aussi des ménages acheteurs, donc de 48,1%. Et donc 117 millions d'œufs qui ont été achetés au cours du premier semestre. C'est une augmentation de 63,2% par rapport au semestre précédent. Au niveau du plein air, des ménages acheteurs en hausse de 6,9% pour 991,5 millions d'œufs achetés. La partie des ovoproduits, donc les 39% de notre marché à destination des industries alimentaires et de la restauration hors domicile, 29% aujourd'hui des ovoproduits sont issus d'œufs de poules élevés en système alternatif à la cage. C'était 10% en 2011. Donc là, on voit qu'il y a une croissance aussi exponentielle vers un développement des ovoproduits issus de systèmes alternatifs à la cage. D'une part, parce que les entreprises agroalimentaires et la restauration ont pris des engagements à moyenne échéance pour aller vers des œufs issus de systèmes alternatifs à la cage, et aussi pour anticiper ce que la loi Egalim a imposé pour la restauration collective. Et donc la part des œufs va être notamment ciblée pour la restauration, puisque à horizon 2022, 50% de produits devront être issus de systèmes bio ou sous système ou signes de qualité, les SIQO, et l'œuf a toute sa part dans ces produits-là. Et à partir du 1er novembre 2019, un menu végétarien sera instauré, composé des protéines animales uniquement œufs et lait. Donc les œufs, encore une fois, ont leur place dans les repas dans la restauration collective. Donc voilà sur la partie du marché. Je vais laisser la place à Loïc maintenant pour les autres événements. Merci Maxime. Bonjour mesdames, messieurs. Donc moi je vais vous faire un point un petit peu sur la transition des élevages alternatifs à la cage. Donc la filière avait pris donc un engagement dans le cadre des EGA qui émanait déjà de nos travaux du contrat sociétal d'avenir auparavant, d'avoir une poule sur deux en élevage alternatif en 2022. Aujourd'hui, on est en avance sur notre feuille de route et je pense que cet objectif d'une poule sur deux sera atteint au cours de l'année 2021. Donc je vais vous faire un petit point sur la production française. La France maintient son niveau de production élevé et est leader en Europe au niveau de la production d'œufs, avec 14,3 milliards d'œufs produits en France. La production européenne en 2018 a augmenté de 2,2% par rapport à 2017. Elle s'établit à 116 milliards d'œufs, soit 7,2 millions de tonnes. Et la France, elle, a produit 14,3 milliards d'œufs. On est sur un marché qu'on estime stable, moins 0,4% par rapport à 2017, et qui représente 12,3% de la production européenne. La filière œufs en France, c'est 46 millions de poules dans différents modes d'élevage, donc 14,3 milliards d'œufs, 10 000 emplois directs et 2300 élevages qui produisent ces 14,3 milliards d'œufs. La part des poules françaises, donc comme j'ai dit tout à l'heure, en élevage alternatif,
a doublé en 10 ans. Donc on arrive aujourd'hui à 42% des poules élevées en système alternatif. Et on est sur une phase d'accélération de la transition, puisqu'on a multiplié par 2 en 10 ans. Et aujourd'hui, on voit qu'on a augmenté de 10% sur les 2 dernières années. Et sur 2019, on est toujours sur des transformations soutenues. Parce que jusque-là, on avait beaucoup d'élevages qui se mettaient en place sur du système bio, sur du système plein air. Et on a une accélération de la transformation d'élevage cage aujourd'hui vers de l'élevage sol. On va prendre d'ailleurs les différents modes d'élevage un par un. Aujourd'hui, si on parle au global, sur les 46 millions de poules pondeuses en France, 57,8% sont toujours élevés dans des systèmes de cage aménagés, 12,9% en système bio, 21,3% en système plein air qui comprend à la fois le plein air classique et le label rouge, et 8% au sol. Et vous avez dans la partie gauche du tableau les augmentations de part de production de chaque système. On voit qu'on a eu une augmentation assez soutenue donc sur le sol, comme j'ai dit tout à l'heure. Le bio qui est en forte augmentation aussi aujourd'hui. On est à 12,9 versus 10,2 en 2017. Et on va toujours 10 ans en arrière pour pouvoir avoir la projection. On n'était qu'à 3,8%. Si on prend sur le sol, on est aujourd'hui à 8%, on était à 6,4 l'année dernière, on était à 3% en 2008. Et le label rouge qui était à 0,4 est passé à 4,4 en 2017 pour être à 5 aujourd'hui. Et le plein air est à 16,4 contre 15,7 en 2017 et 8,5 en 2008. Donc ça reprend bien on voit une augmentation n'importe comment. On a doublé pratiquement sur tous les segments. Sauf sur le label rouge où il y a eu un développement exponentiel, mais le label rouge s'est lancé à la fin des années 2010, début des années 2010, pardon. Aujourd'hui, on a une augmentation de 9% en un an de l'élevage alternatif, des poules en élevage alternatif. Donc on a 19,6% d'augmentation sur le bio, 18,9% sur le sol et 6,6% sur le plein air, hors label rouge. Et si on prend sur les 5 dernières années, donc on a un rythme de plus de 12% en bio, 5,4% en plein air, 3,3% en sol, et une baisse continue de la cage à moins 3,7% sur les 5 dernières années. Je vais faire un petit zoom aujourd'hui sur la production bio, parce que donc on a une croissance qui s'est fortement accélérée en 2019, avec beaucoup de mise en place de production bio. La production 2018 versus 2017, on est à plus 19,6%. Et si on prend le premier semestre de 2019 versus le premier semestre 2018, on est à plus 27%, avec une augmentation très forte du cheptel et une augmentation aussi des ventes, puisqu'on a eu, sur la même période du premier semestre 2019 par rapport au premier semestre 2018, on est à plus 21%. Cette démarche donc de transition qui a été mise en place par la filière était aussi demandée par l'ensemble des consommateurs, et cette démarche elle est soutenue par les consommateurs, puisque 95% des Français soutiennent la démarche de transition, avec notre objectif d'avoir une poule sur 2 en système alternatif en 2022. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est en avance sur notre feuille de route. Et 85% des Français sont prêts à payer plus pour avoir des œufs alternatifs. Et le bien-être animal est également un facteur important d'achat, puisque 81% des Français considèrent que l'élevage au sol est un gage de bien-être supplémentaire par rapport aux cages. Je vais repasser la parole à Philippe, qui va nous parler de la démarche œufs de France, donc qui accompagne notre stratégie de produire plus et de produire français. Je vais vous parler de la démarche œufs de France. Vous vous souvenez qu'en 2017, on lançait cette démarche. Ce qu'on voulait, c'était assurer, bien sûr, et renforcer la traçabilité. œufs de France, aujourd'hui, c'est une trentaine d'entreprises qui sont engagées, et je dirais même un peu plus, dans cette démarche qui permet de renforcer la traçabilité, puis aussi de mettre en avant le savoir-faire des familles, enfin et de la production et de toute la filière, qui permet aussi donc de valoriser cette démarche.
C'est-à-dire, œufs de France, c'est des poules nées en France, des poules élevées en France, nourries avec un aliment qui est fabriqué en France, pondu sur notre territoire, et puis avec des œufs produits donc, qui sont conditionnés et transformés en France. Je vous ai dit donc plus d'une trentaine d'entreprises. On a dénombré aujourd'hui, on a enregistré, puisque en fait il y a tout un suivi qui est fait au niveau de cette démarche, 24 entreprises d'emballage, auxquelles il faut rajouter, ça n'apparaît pas sur votre slide, mais c'est des chiffres qu'on a pu obtenir ce matin, 8 centres entreprises de transformation des œufs, de vos produits, qui vont s'engager, puisque notamment pour l'industrie agroalimentaire, donc il y a un cahier des charges. Sur le cahier des charges, il y a un volet qui est en cours de construction. L'objectif est de l'avoir pour fin 2019-2020. Et puis, donc toujours dans cette démarche, il y a 11 enseignes de la distribution, on va dire pratiquement toutes, qui sont engagées dans cette démarche également. Si on regarde des chiffres aussi, je dirais en termes d'importance de ce que cela représente sur les œufs vendus, c'est 70% des œufs vendus en GMS aujourd'hui, donc qui sont dans la démarche œufs de France. L'objectif, c'est d'avoir 90% à terme et 30% dans la restauration hors domicile. Et bien sûr, là, l'objectif est d'arriver assez rapidement à 50% toujours sur la RHD. L'industrie agroalimentaire est en phase de démarrage. Comme je vous l'ai dit, il y a un cahier des charges qui est en cours d'élaboration. Et voilà ce qu'on pouvait dire. Alors, c'est vrai que je vous ai rajouté des chiffres qui n'apparaissent pas là, mais on a fait des enquêtes assez dernièrement, donc c'est pour ça qu'on a donné les chiffres à notre agence un petit peu tardivement. Et on voulait vous en faire l'information, la priorité. Suite, donc, cette démarche, je vous ai dit, donc, elle est garantie par des contrôles stricts. Donc, c'est un outil performant de suivi de la traçabilité de la filière. Vous savez qu'on a une base de données qu'on a mis en place l'année dernière qui permet d'enregistrer tous les mouvements, c'est-à-dire dès l'arrivée des poussins dans les poussinières, les transferts dans les bâtiments de production. Donc tous ces mouvements, déjà légalement, sont obligatoires, mais on les enregistre dans une base de données. On a aussi un certificat d'origine de ces poussins. C'est des poussins qui sont nés en France, donc il faut vraiment qu'on ait la garantie de cette origine. Et puis, les renseignements donc, qui sont inscrits et qui permettent de renseigner à chaque sortie et à chaque mouvement donc, de nos élevages et de nos lots de volailles. Donc, la sécurité sanitaire dans les élevages et les couvoirs, ça, c'est la démarche de la charte sanitaire. œufs de France, on s'est dit qu'il fallait que la charte sanitaire soit obligatoire. Je vous rappelle que la charte sanitaire est une démarche volontaire, c'est un contrat entre l'État et l'éleveur dans lequel l'éleveur s'engage à mettre en place des mesures de biosécurité renforcées. Donc il y a des déclarations obligatoires des troupeaux mis en place, bien entendu. Il y a un dépistage généralisé des infections, notamment par rapport aux salmonelles. Et puis l'application de mesures de biosécurité lorsqu'il y a des infections pour éviter justement donc, la transmission de ces infections aux consommateurs. La sécurité sanitaire, c'est aussi au niveau de l'aliment, je vous l'ai dit tout à l'heure, un aliment fabriqué en France, mais qui répond à un cahier des charges qui s'appelle OCALIM. OCALIM, c'est la traçabilité des matières premières, l'origine, et puis aussi la qualité sanitaire de ces matières premières. Donc des poussins, des poulettes, des poules qui sont nourris avec des aliments qui proviennent d'opérateurs de la nutrition animale, certifiés OCALIM ou reconnus équivalents. Donc des bonnes pratiques professionnelles contrôlées par des organismes certificateurs tiers. L'origine française des œufs est importante, donc c'est vrai que le consommateur, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, pour le consommateur c'est un des critères importants, c'est peut-être pas le premier mais c'est peut-être le deuxième. 87% des Français jugent l'origine française importante, c'est plus qu'en 2017, 2% de plus. Ça a une influence aussi positive sur l'achat pour 78% des Français, donc toujours dans leurs critères d'achat. œufs de France, c'est synonyme de confiance, donc effectivement, je dirais ça permet de garantir la qualité des œufs pour 89% des consommateurs. C'est aussi le gage de la fraîcheur pour 84% d'entre eux. C'est aussi un moyen, et je crois que ça c'est important, de contribuer à la préservation des élevages en France.
Je crois qu'on est une filière, on l'a dit, qui est autosuffisante, qui produit ce que l'on consomme ou l'équivalent de ce que l'on consomme. Donc c'est important de maintenir ces élevages en France, surtout aujourd'hui dans cette période de fort développement, puisque la transition nous amène à construire davantage de bâtiments et mettre en place davantage d'éleveurs. Donc 95% des Français estiment que c'est important pour ces raisons-là. Et puis aussi de participer au maintien du Made in France pour 95% des Français. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur cette démarche œuvre de France. Maintenant, on va passer à l'intervention de Laurence Plumet, donc médecin nutritionniste. Alors, je vais vous parler de nutrition, normal pour un médecin nutritionniste. Et alors, j'ai eu grand plaisir à appeler ma conférence une valeur sûre et universelle, quasiment universelle, parce que vous allez voir que dans l'œuf, il y a des qualités nutritionnelles qui sont quand même assez uniques, et que c'est la raison pour laquelle, quel que soit finalement le mode d'alimentation des gens, on a le sentiment que l'œuf sera toujours là. Alors, effectivement, on constate au fil des années que les comportements alimentaires se multiplient. On n'est plus maintenant sur une seule façon de nourrir, il n'y a plus une seule façon de manger équilibrée, mais il y en a plusieurs qui finalement évoluent selon les goûts, les contextes de santé, selon l'idéologie de chacun. Et c'est ainsi qu'on voit émerger des alimentations omnivores, flexitariennes, végétariennes, végétaliennes, véganes, crudivores. Et moi, en qualité de nutritionniste, je dis OK, pourquoi pas, mais ma première urgence à moi, c'est que le consommateur ne se carence pas. Et donc, il est important de faire l'analyse de ces différents modes alimentaires pour voir quels sont ceux qui sont les plus à risque de carence ou pas. Dans l'alimentation omnivore, dès lors qu'on mange de tout, ça c'est sûr qu'il n'y a pas de carence. Dès lors qu'on est flexitarien, le flexitarien mange de tout en quantité plus raisonnable concernant certains aliments, comme la viande par exemple, mais là, il n'y a pas de carence non plus. Pour le végétarien, qui ne mange pas ni viande, ni produits dérivés, ni poisson pour certains végétariens, attention au manque de fer, puisque le fer est surtout apporté par la viande. Le végétalien et le vegan, donc ce sont des personnes qui ne mangent ni viande, ni poisson, ni œufs, ni produits laitiers, qui ne consomment donc que des végétaux. Et là, plus on rétrécit la nature des aliments à consommer, plus on s'expose évidemment au risque de carence, puisqu'aucun aliment est parfait et que finalement tous se complètent. Donc le végétalien ou le vegan s'expose au manque de fer, de calcium, de vitamine D, d'oméga 3, de B12. Et donc, ça nécessite une très très bonne connaissance pour savoir où aller trouver les alternatives, voire même dans les médicaments, puisque la B12 ne se prend que sous forme d'injection. Or, les carences sont déjà nombreuses, puisque, indépendamment de ces modes alimentaires, il y a des populations entières qui sont particulièrement exposées aux carences. En particulier les femmes et les adolescentes, parce que les femmes font plus souvent des régimes que les hommes, parce que les troubles du comportement alimentaire sont plus fréquents chez les femmes que chez les hommes, et parce que les besoins sont particulièrement élevés, entre autres, chez la femme enceinte et chez la femme allaitante. Les personnes âgées sont très exposées aussi au risque de carence, puisque plus les années allant, moins l'appétit est là, et donc elles sont particulièrement exposées à la dénutrition. La perte d'appétit est quasiment systématique et les besoins restent toujours élevés parce qu'on a toujours tendance à croire que parce qu'on est vieux, on n'a plus besoin de grand-chose. C'est une grossière erreur. Les besoins sont au contraire plus élevés parce qu'il y a beaucoup de déperdition dans le corps humain. Donc il en faut plus en amont pour en avoir autant dans le corps. Les fumeurs sont très exposés aussi parce que quand on regarde leur façon de s'alimenter, en fait, ils mangent mal et de façon déséquilibrée. Donc vous voyez que ça fait quand même pas mal de populations concernées. Alors, si on regarde un petit peu quels sont les éléments qui font l'objet de ces carences, le fer. Le fer, c'est vraiment l'oligo-élément qui est le plus concerné. Vous voyez que ça concerne une femme sur 5, parce que les femmes ont des menstruations, parce que le stérilet expose à des menstruations particulièrement abondantes, et parce que, manque de chance, les femmes sont des petites consommatrices de viande, en particulier de viande rouge et de foie. Donc elles ont des besoins au double de ceux d'un homme, mais elles mangent beaucoup moins de viande que l'homme. Donc c'est la raison pour laquelle la femme, avant d'arriver à la ménopause, est très souvent exposée à la carence en fer. Ça se traduit par quoi? Pâleur, fatigue, cheveux fins et cassants, ongles cassants également, essoufflement inhabituel à l'effort, c'est normal. Le fer se trouve dans l'hémoglobine des globules rouges. S'il y a moins de fer, il y a moins d'hémoglobine, donc moins d'oxygène.
Et donc les cellules manquent d'oxygène et donc la personne est essoufflée. Et également les infections plus fréquentes. Alors pour nous médecins, il est facile de faire le diagnostic, il suffit déjà, on est assez interpellé par la pâleur de la personne, et puis il suffit de faire une prise de sang et on voit que son taux de ferritine est effondré et parfois même elle en est au stade de l'anémie avec un taux d'hémoglobine très bas. Le traitement, il est facile, cure de fumifère, cure de tardiféron pendant 1 ou 2 mois, mais on ne peut évidemment pas soigner quelqu'un trop longtemps, il faut prendre le relais par l'alimentation, ça va de soi puisque nos aliments sont nos meilleurs médicaments, et donc on va plutôt orienter vers la consommation d'aliments riches en fer. Alors bien sûr, la viande, le poisson et les œufs, puisque vous verrez tout à l'heure que les œufs sont riches en fer, et également les légumes secs. Je passe maintenant à l'iode, autre problème très souvent concerné par la carence puisque ça touche une femme sur 5. Il y a beaucoup de femmes hypothyroïdiennes, je suis frappée de voir d'ailleurs que c'est en augmentation. Ça se traduit également par de la fatigue, vous voyez qu'on a tous et toutes des raisons d'être fatigués. Chute des cheveux, le bilan thyroïdien permet de voir que la personne est en hypothyroïdie. Là aussi, nous avons de quoi soigner la personne avec un traitement par des hormones thyroïdiennes, ce qui la tire d'affaire, mais il faut également, par l'alimentation, qu'elle puisse avoir suffisamment d'iode. Et vous voyez que les œufs sont également placés en bonne position, puisque dans l'œuf, il y a beaucoup d'iode. Suivi également du poisson et des fruits de mer, qui sont des aliments bien connus pour être des sources d'iode, mais il y a des régions en France où on n'en consomme pas beaucoup. Il n'y a pas de problème sur les côtes maritimes, mais dès qu'on est dans le cœur, au centre même de la France, là, les gens consomment très peu de poissons et fruits de mer, et c'est d'ailleurs là que se trouvent le plus de cas d'hypothyroïdie. Donc l'œuf étant réparti partout dans toute la France, c'est un aliment extrêmement précieux. Pour le calcium, également, autre carence importante, 30% des adultes sont concernés. Les gens ne consomment pas assez de produits laitiers, les besoins sont élevés en calcium, ne sont pas assez couverts par les végétaux, puisqu'on a trop tendance à dire « mangez des légumes, ça vous apportera tout le calcium dont vous aurez besoin ». Non, c'est insuffisant. Et donc, il y a un risque de fracture sur le moyen et long terme. Le problème du calcium, c'est que quand on en manque, on ne s'en rend absolument pas compte, on est toujours en forme. Quand on fait une prise de sang, le taux de calcium dans le sang reste normal, mais il faudrait pousser l'investigation biologique plus loin pour voir que le taux de parathormone est élevé. Ce qui montre bien que les os servent de banque et fournissent à l'organisme le calcium dont il a besoin, ce qui explique d'ailleurs la calcémie normale. Nous avons tout ce qu'il faut en traitement aussi, puisque les comprimés de calcium vont bien. Et sur le plan des aliments, ah non, là, l'œuf n'apporte pas du calcium, encore que la coquille en contient beaucoup. Et il fut une époque où, quand on n'avait pas les moyens de s'offrir des médicaments, eh bien, on broyait la coquille d'œuf, après l'avoir bien nettoyée, on la broyait et ça servait. C'est une excellente source de calcium que je ne peux pas recommander à l'heure actuelle parce que ça ne se fait plus de consommer la coquille d'œuf. Mais sachez qu'autrefois, c'était une source de calcium extraordinaire. Donc, évidemment, nous conseillons les produits laitiers, les eaux calciques, les amandes et les légumes secs. Concernant les vitamines, je vais rapidement passer sur certaines vitamines qui sont très concernées par les carences. La vitamine D. Bon, l'automne est là, l'hiver va arriver, il y aura de moins en moins de soleil. Les Français ne sont pas des grands consommateurs de poissons gras, ce qui explique que la carence en vitamine D soit vraiment omniprésente. Ça se traduit par quoi ? De la fatigue, comme toute carence, mais également des douleurs osseuses. Et donc, les recommandations qu'on fait, c'est, s'il vous plaît, plus de soleil, mais on n'est pas tellement influent dans le domaine. Donc, consommer des poissons gras, oui, d'accord. Nous donnons de la vitamine D en ampoule, et d'ailleurs, la cure va bientôt commencer. N'hésitez pas à prendre votre première ampoule au mois de novembre et la suivante au mois de mars. Vous en aurez suffisamment. Et question aliments, nous retrouvons les poissons gras et également l'œuf, qui est riche en vitamine D, puisque la vitamine D se trouve dans le jaune d'œuf. Concernant les autres vitamines, vitamine A, carence aussi, troubles visuels, fatigue, là aussi, la vitamine A, en l'occurrence le bêta-carotène, se trouve dans le jaune d'œuf, puisque c'est ce qui lui donne sa belle couleur jaune. On va trouver aussi le bêta-carotène dans les légumes et dans les fruits très colorés. La vitamine E aussi fait souvent l'objet de carences, surtout chez les femmes qui se mettent au régime, puisque la vitamine E est présente dans les huiles. Donc dès lors qu'on baisse sa consommation d'huile, eh bien on s'expose au manque de vitamine E, donc à la fatigue et aux troubles de la fertilité. Là aussi, la vitamine E est extraordinaire, elle n'est pas seulement dans les huiles, elle est aussi dans le jaune d'œuf. Mais vous voyez, c'est hallucinant. Vous voyez que les œufs, je les ai cités dans pratiquement tous les éléments nutritionnels qui font l'objet de carences.
Vitamines du groupe B, B1, B2, B3, B5, B6, B8, fatigue, là, une alimentation variée doit suffire à les apporter. La B9 ne se trouve que dans les végétaux, donc il n'y en a pas dans l'œuf. En revanche, la B12, oui, elle naît dans les aliments d'origine animale, donc dans les œufs, et vous verrez que les œufs en sont extrêmement riches. Enfin, le manque de protéines d'origine animale, donc présente dans viande, poisson, œufs et produits laitiers. Donc, cette carence en protéines se voit surtout chez les gens âgés. Je précise que personne âgée égale plus de 75 ans. Ce sont des gens qui, en général, sont des faibles consommateurs de viande et de poisson. Ça coûte cher, ça se conserve difficilement. Et puis, il y a souvent aussi des problèmes de mastication. Et donc, ce sont des personnes qui, petit à petit, perdent du muscle, sont fatiguées, fatigue physique et mentale, et risquent élevé de dénutrition, qui est la grosse pathologie que nous redoutons chez les personnes âgées. Là aussi, les conseils, et je n'ai pas pu m'empêcher d'écrire œuf, œuf, œuf et encore œuf. L'œuf est extraordinaire pour les gens âgés parce que ça se conserve facilement, c'est très riche sur le plan nutritionnel et ça se cuisine de façon tellement simple, aussi bien en salé qu'en sucré. Et en plus, on peut utiliser l'œuf pour enrichir plein de choses, pour enrichir une purée, pour en mettre dans des tas de préparations. Donc moi, je mets des œufs partout dans l'alimentation des gens âgés. Et pas que les gens âgés, vous l'avez deviné. Donc, il va falloir, dans l'alimentation de tous, finalement, privilégier les aliments utiles. En fait, dans la vie, pour être en bonne santé, il faut bien évidemment manger gourmand, mais il faut manger utile. Et quand un aliment est à la fois gourmand et utile, eh bien, c'est bon. C'est bon, il est parfait. Donc, quels sont les éléments nutritionnels utiles? Les protéines, les lipides essentiels, calcium, magnésium, potassium, fer, sélénium, iode, les 8 vitamines du groupe B, la vitamine C, les 4 vitamines liposolubles, eh bien vous allez voir que l'œuf contient une grande partie de ces éléments. Alors, les protéines, sachez, alors je vais toujours raisonner par 2 œufs, puisqu'en fait on raisonne toujours en nutrition pour 100 grammes. Un œuf pèse 50 grammes, donc 2 œufs, 100 grammes. Donc, dans 2 œufs, il y a 12 grammes de protéines. 12 grammes de protéines, c'est quand même rudement important parce que notre besoin quotidien, à nous les femmes, il est de 60 grammes par jour et pour vous, messieurs les hommes, à 80. Donc, vous voyez, 12, c'est quand même pas rien. Ces protéines sont surtout localisées dans le blanc. Ce sont des protéines qui sont parfaites parce qu'elles contiennent tous les acides aminés essentiels, alors que dans la viande, le poisson, les produits laitiers, il y a un manque de certains acides aminés, et dans les protéines végétales, il y a un manque d'autres acides aminés. Donc, les protéines de l'œuf sont les seules qui contiennent tous ces acides aminés essentiels. D'ailleurs, la protéine de référence qui a été mentionnée par l'OMS correspond au profil de la protéine d'œuf. En plus, ces protéines sont très bien digérées, très bien absorbées, elles sont apportées sous un faible volume, donc elles sont utiles pour tout, et en particulier pour les muscles, ce qui est important puisque plus les années, d'abord ce sont les muscles qui nous portent et nous font nous mouvoir, mais plus les années vont, moins on a de muscles, donc il faut prendre soin de nos muscles. Puis également, un côté très important, c'est que les protéines sont rassasiantes. Et d'ailleurs, dans pas mal de régimes, on utilise l'œuf dur pour bien caler l'appétit des gens. Les lipides. Alors, les lipides se trouvent dans le jaune d'œuf, là aussi, 12 grammes dans 2 œufs. Ces protéines sont très harmonieusement réparties entre les acides gras saturés, les acides gras monoinsaturés de type oméga 9, les oméga 6, les oméga 3, que l'on peut trouver en quantité plus importante dans certains œufs quand les poules ont été nourries avec des graines de lin qui enrichissent l'œuf en oméga 3. Donc, une répartition que je trouve tout à fait équilibrée. Ces lipides, ils sont très variés. D'abord, ce sont des lipides qui sont très bien digérés. Ensuite, ce sont des lipides qui font bosser la vésicule biliaire. Ils provoquent la contraction de la vésicule biliaire, donc l'expulsion de la bile, donc la bonne digestion des lipides que nous consommons. Ensuite, je crois que maintenant tout le monde est convaincu, les études s'accumulent pour montrer que le cholestérol qui est présent dans le jaune d'œuf n'impacte pas le taux de cholestérol sanguin. Et ça, on le sait parce que les études ont beaucoup progressé dans la connaissance du métabolisme du cholestérol. Et ce n'est plus du tout le schéma très simpliste d'autrefois qui consistait à penser « je mange du cholestérol, donc ce cholestérol va directement dans mon sang ». Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Quand on mange du cholestérol, ça va dans le foie et c'est le foie qui fait sa petite sauce et c'est lui qui va décider de relarguer la quantité de LDL et de HDL cholestérol qu'il y a dans le sang. Donc, bonne nouvelle, il n'y a pas de raison de se priver de cholestérol dans l'alimentation d'œufs au nom du cholestérol.
Bon, alors maintenant, on va passer aux minéraux, aux oligo-éléments, aux vitamines, et donc les teneurs qu'il y a dans l'œuf. Donc là aussi, dans 2 œufs, et vous voyez que les pourcentages sont quand même impressionnants. Concernant le fer, 2 œufs couvrent 15% du besoin quotidien en fer. Concernant l'iode, 2 œufs apportent 30% du besoin quotidien en iode. Concernant le sélénium, je n'ai pas eu le temps de vous en parler, mais je pourrais en parler comme ça pendant des heures, mais il faut bien aussi que je ne dépasse pas mon temps. Donc le sélénium, c'est un antioxydant, un oligo-élément antioxydant. Et donc vous voyez qu'avec 2 œufs, on couvre 20% du besoin quotidien. Il n'y a pas beaucoup d'aliments qui contiennent du sélénium. Et enfin, je termine en feu d'artifice avec les vitamines, puisque vous savez que nous avons besoin de 13 vitamines. 13 vitamines, et bien sur les 13 vitamines, il y en a 9 qui sont apportées en quantité importante par les œufs. Et regardez pour preuve le pourcentage du besoin quotidien. Pour la B12, 100% par 2 œufs. Pour la vitamine K impliquée dans la coagulation, 50%. Pour la vitamine D, 40%. Pour la vitamine A, 25 à 30%. Pour les B2, B5, B9, 20 à 25%. Et pour la E et la B8, 10 à 20%. Alors ça, franchement, il n'y a pas beaucoup d'aliments qui peuvent arriver à une telle richesse nutritionnelle. Alors, concernant les modes de cuisson, puisque nous pouvons cuire les œufs en omelette, coque ou dur, sachez que selon les modes de cuisson, les pertes restent malgré tout très modérées. On est à 10 à 20% de pertes avec un œuf dur, puisqu'il y a 10 minutes de cuisson. Et puis pour les autres, on est à moins de 10% de pertes avec les cuissons, qui restent des cuissons malgré tout courtes. Donc finalement, l'œuf, c'est un aliment qui est exceptionnel. Et c'est pour ça qu'il est assez universel pour tous, à tous les âges de la vie. Et vous voyez, dès l'âge de 6 mois, puisque quand on attaque la diversification alimentaire et qu'on la commence dès l'âge de 7 mois, eh bien l'œuf peut trouver sa place. Autrement dit, on peut très bien donner un petit peu d'omelette à un enfant dès l'âge de 7 mois. Alors, à 1 an, on arrive à un demi-œuf par jour. À 4-5 ans, un œuf par jour. À 10 ans, 2 œufs, qui est finalement la portion d'œufs recommandée. Et puis ensuite, adultes, seniors, personnes âgées, selon nos envies. On pourrait même tous les jours manger des œufs, c'est-à-dire manger à midi, par exemple, de la viande, du poisson, et puis le soir, quand on aime manger des œufs, eh bien se faire une petite omelette ou 2 œufs sur le plat ou 2 œufs coques avec du pain frais en petite mouillette, avec du beurre salé dessus, c'est absolument sublime. Voilà. Et ceci en salé comme en sucré, en alternance avec la viande et le poisson, bien sûr. Donc, je vous ai donné une petite idée de brunch pour le dimanche matin, parce que on se lève plus tard, on a envie de se faire plaisir, puis on n'a pas envie de se plomber en calories. Donc, je vous ai imaginé un petit déjeuner à 350 calories, c'est tout à fait raisonnable, puisque habituellement, on est plutôt dans les 400-500. Et vous voyez, avec 2 œufs brouillés, 50 g de bacon maigre grillé, vous achetez du bacon maigre à 3% de matière grasse, une tranche de pain toasté, un yaourt nature, une clémentine, un thé sans sucre, et vous avez un super brunch avec les œufs, bien sûr. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup, Dr Plumet, pour cette ode à l'œuf et de mettre en évidence tous les bienfaits de l'œuf en tant qu'élément de la nutrition. Je voudrais rappeler en plus qu'on a un élément qui apporte tous ces éléments nutritifs et qui est pas cher. Même si on conçoit sur un œuf de cage, un œuf au sol, un œuf plein air ou un œuf bio, on a une source de nutriments qui sont très bon marché. Donc après cette présentation de notre produit œuf, je voudrais m'attarder quelques instants sur la célébration de notre œuf au niveau mondial. Donc depuis 24 ans, il y a donc une journée mondiale de l'œuf qui se fête dans de nombreux pays dans le monde. Juste pour vous dire, aujourd'hui, il est produit plus d'1 000 milliards d'œufs par an dans le monde. On a une production, il n'y a pas de pays où il n'y a pas de production d'œufs. Et il y a des croissances assez fortes au niveau asiatique, au niveau Amérique du Sud. On est sur un produit qui se conserve facilement, qui se transporte facilement et qui apporte les qualités nutritives qui ont été évoquées auparavant. Donc ce vendredi 11 octobre 2019, on va célébrer donc cette journée mondiale qui
célèbre dans plus de 40 pays aujourd'hui, avec des animations, des concours, différentes choses. Donc on a en bas quelques photos Japon et autres pays. Et donc en France, on a mis en œuvre une manifestation qui est l'œuf entre en gare, donc avec des animations culinaires donc, qui ont lieu du 7 au 13 octobre, qui sont en cours dans l'opération Chef de gare, qui a été renouvelée cette année, qui avait déjà été mise en œuvre l'année dernière. Beaucoup d'animations et de dégustations mises en œuvre par des chefs, en particulier le 10 et le 11 octobre. Et il y a une journée, un moment spécial le 11 octobre à la gare de Metz avec Michel Roth, donc pour l'ouverture dans son restaurant qui est dans la gare de Metz, ou à côté de la gare de Metz. Et donc avec une mise en œuvre des œufs dans toutes leurs formes. Donc l'œuf est en vedette, donc on a aujourd'hui dans toutes les tables de France, pendant cette semaine, plus de 200 restaurants qui sont conviés à composer des menus spécifiques. On met à disposition des livrets pour expliquer les bienfaits de l'œuf et l'intérêt de l'œuf. On a un numéro spécial Petit Quotidien, donc, qui est un journal qui s'adresse aux écoliers de classe primaire, donc, qui est consacré aux œufs, participation des écoles hôtelières et puis des ateliers pour les enfants. Et à côté de ça, donc, on a une opération spéciale avec les chefs Eurotoc qui mettent en œuvre donc, des recettes à base d'œufs, donc, sous le slogan donc, les chefs Eurotoc en France vous bluffent avec l'œuf, qui reprend un petit peu notre slogan de notre message publicitaire. Et donc, je voudrais profiter donc, pour passer la parole à Marc-Henri Verger, donc, chef cuisinier pour le groupe Bertrand, donc, dont quelques enseignes type Beaufinger ou La Coupole, pour nous parler de l'utilisation de l'œuf en cuisine. Bonjour à tous. L'œuf est très utilisé en cuisine, en pâtisserie aussi, pour la partie sucrée. On retrouve l'œuf pour faire une mayonnaise, par exemple, parce que le jaune d'œuf fixe un peu le corps gras et permet de réaliser une mayonnaise, à condition que tous les éléments soient à la bonne température. Voilà. Eurotoc est très fier d'être partenaire de cette journée mondiale de l'œuf avec le CNPO. Voilà. Parce que en fait, la devise de cette association et notre association, c'est le lobby, c'est notre produit. Voilà. Donc, on est très content d'être là aujourd'hui et d'être partenaire. Voilà. Après, on peut parler un peu de gourmandise. Je vais être assez bref. Voilà. L'œuf, on s'en rend pas compte, mais on le retrouve vraiment partout dans notre alimentation. Voilà. C'est un sujet de gourmandise et il peut être traité de tous les sujets. Ça peut être tout simple, un œuf au plat ou vraiment un peu plus élaboré avec une truffe fraîche râpée dessus. L'œuf meurette, oui, l'œuf meurette en brasserie qui revient un peu à la mode. Je l'ai mis un peu sur les cartes de nos belles institutions parisiennes. Voilà, c'est des 2 œufs qui sont pochés dans une eau très salée, voilà, agrémentée d'une petite fricassée de champignons, de girolles ou de cèpes, suivant la saison, voilà, et un peu de croûtons pour amener un peu le croustillant, quelques petits lardons maigres, bien sûr, voilà. Et dans la cuisine, on fait souvent des sauces civées, des sauces à base un peu de vin rouge. Il est agrémenté en finition d'une sauce vin rouge, voilà. Et il se baptise un peu l'œuf meurette. Un œuf au pain, bon, déjà, il faut un peu de beurre, et pas d'huile, voilà, non, un peu de beurre, voilà. Et il faut maîtriser la température. Il ne faut pas que votre poêle soit beaucoup trop chaude, il faut le démarrer tout doucement. C'est comme une omelette, c'est la même chose. Il faut bien battre les œufs, les assaisonner, mettre une belle noisette de beurre, et par contre, la cuire tout doucement, et pas fort, voilà. Donc ça, une omelette ne doit être jamais colorée, elle doit être blanche. Une belle omelette. C'est une petite recette de dessert, mais quelque chose de tout simple, une petite crème caramel, par exemple. Voilà. Donc la crème caramel, c'est des œufs qui sont battus. Voilà. On fait chauffer du lait avec de la vanille. Voilà. On verse le lait chaud sur les œufs, on mélange. On réalise au préalable un petit caramel dans un moule. On met cet appareil sur le caramel qu'on a laissé un peu durcir, et une cuisson au bain-marie à 100-120 degrés pendant 1 heure. Voilà. Après, un repos, une nuit de frigo, et c'est meilleur le lendemain, parce que la vanille, elle a vraiment infusé. Merci pour ces bonnes recettes. Merci beaucoup, et merci pour les intervenants. On va